Il est tard, et vous êtes deux. Il y a celui qui est couché, là, dans le noir, la couverture remontée, la maison silencieuse autour. Celui-là respire, il a chaud, il est en sécurité. Et puis il y a l'autre, celui qui est déjà demain. L'autre, il est debout dans une salle de réunion qui n'existe pas encore. Il est 9h30 demain matin, et il entend la question qu'on va lui poser. La question précise, celle qui touche exactement là où le dossier est fragile. Il cherche sa réponse, il la trouve. Il la trouve mauvaise, il recommence. Il voit le regard en face, ce regard légèrement baissé vers les papiers, celui qui annonce que quelque chose se prépare. Il joue la scène une fois, puis une deuxième, puis il change un détail, un seul, et il rejoue tout depuis le début. Vous connaissez cette personne, c'est vous avec un jour d'avance. Et chez vous, ça n'a peut-être pas la forme d'une réunion. Ça a peut-être la forme d'un résultat, quelque chose qu'un laboratoire doit rendre jeudi, et jeudi est encore loin, et chaque soir d'ici jeudi, votre esprit ouvre l'enveloppe à votre place. Il lit les chiffres qui n'existent pas encore. Il compose le visage du médecin. Il va jusqu'à choisir les mots exacts qu'on vous dira et le silence d'après les mots. Ou alors c'est une conversation, une qui doit bien falloir avoir avec quelqu'un qui compte et que vous repoussez depuis des jours. Celle-là, vous l'écrivez la nuit. Vous rédigez vos phrases, vous rédigez ses réponses, vous jouez les deux rôles, avec un talent d'auteur que personne ne vous soupçonne, et le dialogue tourne mal presque à chaque version. Forcément, c'est vous qui écrivez les deux voix, et l'une des deux a peur. On connaît tous cette heure-là, l'heure où le corps est arrivé au bout de sa journée et où l'esprit, lui, refuse de rendre son poste. Il reste debout, il travaille, et si on lui demandait ce qu'il fait, là, à cette heure, il répondrait sans hésiter « Je nous protège ». Parce que c'est ça l'intuition. Elle est vieille comme nous. Anticiper, c'est se préparer. Jouer le film du pire, c'est arriver entraîné. Un homme averti en vaut deux, on vous l'a dit toute votre vie, et celui qui a vu venir le coup le reçoit moins fort que celui qui dormait. Voilà ce que votre esprit croit, de toutes ses forces, chaque nuit où il vous tient éveillé. Il croit qu'en souffrant un peu maintenant, il vous épargne beaucoup plus tard. Il se dit qu'un malheur répété 100 fois d'avance arrivera usé, adouci, presque familier. Et quelque part, tout au fond, il pense faire des réserves de courage, comme on met de côté avant l'hiver. Et je veux être honnête avec vous, cette intuition a l'air solide. Elle a l'air raisonnable, adulte, responsable. Les gens qui ne s'inquiètent de rien nous semblent légers, un peu inconscients. Les gens qui s'inquiètent nous semblent sérieux. Quelque part en nous, on a fini par confondre la peur de demain avec le fait de bien s'occuper de sa vie. Sauf qu'il y a une chose que cette voix prévoyante ne vous montre jamais. Elle vous montre le danger, elle vous montre les scénarios, elle vous montre tout ce qui pourrait arriver avec un luxe de détails impressionnants. Mais il y a un document qu'elle garde soigneusement hors de votre vue. La note, la facture de tout ça. Parce que ces répétitions nocturnes ont un prix et quelqu'un le paie. Et ce quelqu'un, c'est vous. Ce soir, on va sortir cette facture. On va la poser sur la table et on va la lire ligne par ligne. Et vers la fin, je vous emmènerai dans une autre nuit que la vôtre, très loin d'ici, auprès d'un vieil homme et d'une lampe. Cet homme a trouvé une nuit, en écrivant à un ami qui avait peur, les mots les plus justes jamais posés sur ce que vous vivez en ce moment même. Des mots qui ont traversé 20 siècles pour arriver jusqu'à votre chambre. On y va doucement, rien ne presse. La nuit est longue et pour une fois, elle va travailler pour vous. Alors commençons par un inventaire un peu particulier, que personne ne fait jamais parce qu'on n'y pense pas. Faites la liste, mentalement, de toutes les catastrophes que vous avez répétées d'avance ces dernières années. Toutes. La conversation qui devait forcément mal tourner, celle que vous aviez jouée 10 fois dans la voiture, avec les répliques, les silences, la porte qui claque. Vous vous souvenez de ce qu'elle est devenue en vrai ? 10 minutes.
poli, presque banal. La restructuration au travail cette année-là, où vous vous êtes vu convoqué, remercié, en train de refaire votre CV à un âge où on n'a plus envie de refaire son CV. Le poste a bougé, d'accord. Le ciel, lui, est resté en place. Le courrier à l'entête officielle que vous avez laissé un jour entier sur la table sans l'ouvrir parce que votre esprit avait déjà décidé de ce qu'il contenait. C'était une mise à jour administrative, une formalité. Bon, maintenant la vraie question. Sur toutes ces catastrophes répétées, combien sont arrivées? Des chercheurs ont eu l'idée de vérifier ça sérieusement. Ils ont demandé à des gens inquiets de noter pendant des semaines chacune de leurs inquiétudes précises, noir sur blanc, au moment où elles apparaissaient. Puis ils ont attendu. Et ils sont revenus vérifier, inquiétude par inquiétude, ce qui s'était réellement produit. Le résultat est presque gênant. Environ 9 inquiétudes sur 10 ne se sont jamais réalisées. Jamais. Et parmi la poignée qui s'est réalisée, la plupart se sont révélées moins graves que la version répétée la nuit. Souvent, les gens ont même découvert qu'ils s'en sortaient mieux que prévu, que la réalité venait avec des ressources que le scénario nocturne avait oublié d'inclure. 9 sur 10. Gardez ce chiffre une seconde dans la main parce qu'il change tout. Et notez bien que ces gens n'avaient rien d'insouciant, hein. C'étaient des inquiets sérieux, des gens qui répétaient leurs catastrophes avec application, les mêmes que vous et moi. Même chez eux, même chez les meilleurs guetteurs, la nuit se trompait 9 fois sur 10. Il veut dire que la plus grande partie de ce que vous avez enduré d'avance, vous l'avez enduré pour rien. Ces malheurs n'ont existé qu'à un seul endroit de l'univers, dans votre tête, la nuit, entre 1h et 4h du matin, nulle part ailleurs. Ils n'ont jamais eu lieu que devant un seul spectateur, vous. Et pourtant, vous avez payé. C'est ça le renversement que je veux poser ce soir, et je vais le dire le plus simplement possible. La peur de demain encaisse le soir même. Elle ne fait pas crédit, elle ne rembourse pas. Chaque scénario répété vous a coûté quelque chose de parfaitement réel, quelque chose qui ne reviendra pas. Une nuit de sommeil, ou la moitié d'une. Un dîner où vous étiez à table sans y être, pendant que quelqu'un vous racontait sa journée et que vous hochiez la tête en pensant à jeudi. Un dimanche après-midi entier, aspiré par un lundi qui, au bout du compte, s'est passé normalement. Des heures de présence, prises sur la seule vie que vous ayez, la vraie, celle qui se déroulait pendant ce temps-là. Et si vous voulez mesurer l'ampleur du prélèvement, regardez ce qu'il fait au plus beau jour. Les 2 derniers jours des vacances, tenez, vous y êtes encore. La mer ou la montagne, ou simplement le calme, tout est encore là, autour de vous, disponible. Et pourtant quelque chose s'est éteint, parce que l'esprit est déjà rentré, lui. Il trie déjà la boîte de réception qu'il imagine, il compte les dossiers qui l'attendent. Le dimanche soir fait pareil toute l'année, en modèle réduit. Vers 17h, une ombre passe sur ce qui reste de dimanche, et cette ombre s'appelle lundi. Un lundi qui n'a encore rien fait, qui n'a encore rien dit, qui n'existe même pas, et qui confisque pourtant la soirée entière. Voilà donc le vrai périmètre du problème. La peur de demain déborde largement de la nuit. Quand on la laisse faire, elle remonte le fleuve. Elle vient chercher les après-midi, les vacances, les dimanches, tout ce qui précède. Vous réglez d'avance des factures qui ne tomberont jamais. Voilà ce qu'on fait tous, nuit après nuit. On paye plein tarif pour des malheurs qui ne livreront rien. Et attendez, parce que la comptabilité est encore pire que ça. Regardez ce qui se passe dans le cas, plus rare, où le malheur arrive vraiment. Vous croyez avoir prépayé, hein? Vous croyez que toutes ces nuits de répétition vont être déduites de l'addition, que la douleur arrivera adoucie parce que vous l'avez déjà vécue 100 fois. Vérifiez dans votre propre mémoire la fois où le coup redouté est réellement tombé. Est-ce qu'il a fait moins mal parce que vous l'aviez répété? Non. La douleur est arrivée entière, intacte, neuve. Comme si toutes ces avances n'avaient jamais été versées. Répéter une douleur ne l'use pas,
c'est peut-être la découverte la plus injuste qui soit. Le jour venu, vous payez une deuxième fois, plein tarif, la somme complète. Donc, récapitulons ce marché, celui que votre esprit vous vend chaque nuit comme de la prudence. 9 fois sur 10, vous payez pour un malheur qui ne vient jamais. La 10e fois, vous payez d'avance et on vous fait payer encore à la livraison. Il n'existe aucun scénario, aucun, dans lequel ce contrat vous est favorable. Un contrat pareil, si un inconnu vous le proposait à la porte, vous ne le signeriez jamais. Vous le signez pourtant chaque soir, en éteignant la lumière. Et vous le signez pour une raison qui mérite qu'on la regarde de près, parce qu'elle est moins absurde qu'elle en a l'air. C'est ce qu'on va faire maintenant. Comprendre pourquoi un esprit intelligent, le vôtre, accepte un marché pareil. La réponse a quelque chose de touchant, vous allez voir. Pour comprendre, il faut d'abord remarquer une chose étrange. Vos peurs n'ont pas la même taille selon l'heure. Prenez un souci précis, un vrai, un des vôtres. Le solde du compte à la fin du mois, tenez. À 11 heures du matin, dans la lumière, avec un café à côté, c'est un problème. Un problème sérieux peut-être, mais un problème avec des contours, un montant, des dates, 2 ou 3 coups de téléphone possibles, un arrangement envisageable. Ça tient dans un rectangle. Le même souci, exactement le même, repasse vous voir à 3 heures du matin. Et là, il n'a plus de contour du tout. Le montant s'est effacé, il ne reste que le gouffre. En 10 minutes, vous êtes passé du découvert de ce mois-ci à une vision complète de votre vie en ruine. Et le pire, c'est que sur le moment, ce délire paraît lucide. Il paraît même plus lucide que votre calme de la journée. Pourquoi ? Bon, alors il y a une explication très simple, presque physique. Le jour, le monde vous fournit des échelles. Votre souci est posé au milieu d'autres choses. Des gens qui parlent, des tâches à faire, une rue, du bruit, des proportions. Il est obligé de tenir sa place parmi le reste. La nuit, on lui retire tout ça. Plus de témoins, plus de comparaison, plus de dehors. Il devient la seule chose visible, et une chose seule dans le noir prend toute la place disponible, comme une bougie qui semble immense, simplement parce qu'elle est la seule lumière de la pièce. L'imagination est un mauvais conseiller dans le noir. Elle grossit tout, elle a toujours tout grossi. Et elle grossit d'autant plus que rien autour ne lui rappelle la taille réelle des choses. Ajoutez à ça une deuxième mécanique et vous avez le tableau complet. Votre esprit déteste les histoires sans fin. Donnez-lui une situation ouverte, il la fermera de force. Le message que vous avez envoyé et qui est resté sans réponse, vu, 2 petites coches, rien ensuite, votre esprit ne supporte pas de laisser cette histoire en suspens. Alors il écrit la fin lui-même. Et il choisit presque toujours la mauvaise fin. Pas par masochisme, non, par stratégie. Une mauvaise certitude se prépare, une incertitude, elle, ne se prépare pas. Alors entre l'inconnu et le pire, votre esprit choisit le pire, parce que le pire, au moins, lui donne du travail. Le mot « on peut s'appeler demain » reçu à 18h47, sans autre précision, voilà votre soirée entière réquisitionnée pour écrire un licenciement, alors qu'il s'agissait, vous l'apprendrez demain à 9h, d'un planning à décaler. La petite douleur au flanc, remarquée sous la douche, voilà votre nuit offerte à toutes les pages que vous avez eu le malheur de lire un soir sur un moteur de recherche. L'esprit termine les histoires, c'est son métier, et dans le noir, il ne termine bien aucune. Et notre époque, il faut bien le dire, le fournit en matière première comme aucune autre avant elle. L'argent de demain, par exemple. Les soucis d'argent ont toujours existé, mais il fallait autrefois attendre le passage du facteur pour les nourrir. Maintenant, le compte se consulte dans le lit, à minuit moins le quart, dans le noir, à l'heure exacte où les chiffres ont le plus mauvais visage. Le devis du garagiste qui n'est pas encore établi, la chaudière qui a fait un bruit nouveau la semaine dernière, la retraite dans 20 ans, tout ça se calcule et se recalcule sur l'oreiller, avec des chiffres inventés, puisque les vrais n'existent pas encore.
et les écrans font le reste. La dernière chose que beaucoup d'entre nous regardent avant d'éteindre, c'est un flux de nouvelles du monde entier. Autrement dit, si on y pense, un rapport de menaces. Des crises, des courbes qui montent, des alertes venues de continents où nous ne mettrons jamais les pieds. Aucun esprit humain dans toute l'histoire n'a jamais reçu autant de signalements par jour. Le vôtre prend ce rapport au sérieux, il prend tout au sérieux, et il part au travail avec le dossier sous le bras. Maintenant, je vais vous donner une image pour tenir tout ça ensemble. Gardez-la, on va la retrouver plus tard. Quelque part en vous, il y a une sentinelle. Chaque soir, quand vous vous couchez, elle monte l'escalier d'une tour de guet, elle pose sa lanterne sur le rebord et elle prend son quart. Toute la nuit, elle fouille l'horizon. Elle scrute la plaine noire, là-bas, du côté de demain. Et comme il fait noir, chaque ombre lui semble une armée. Le bosquet devient une embuscade. Le bruit du vent devient des pas. Elle sonne l'alerte. Votre cœur s'accélère dans le lit. Elle mobilise des forces. Vos épaules se serrent. Votre mâchoire se ferme sur une bataille qui n'existe pas. Elle dépense vos réserves, vos vraies réserves, celles dont vous aurez besoin demain, à défendre un mur que personne n'attaque. Et au matin, vous connaissez la scène. Le jour se lève sur la plaine. Elle est vide. L'herbe est intacte. Personne n'est venu, personne ne venait, et vous descendez de la tour dans l'état exact d'un soldat après une nuit de combat, épuisé, vidé, les nerfs à vif. Vous avez perdu une bataille qui n'a pas eu lieu, et c'est avec ce qui vous reste qu'il faut maintenant vivre la journée, la vraie, celle qui, elle, demande vraiment des forces. Alors je veux dire quelque chose sur cette sentinelle, et c'est peut-être le plus important de toute cette heure passée ensemble. Ne la méprisez pas. Elle a l'air de vous ruiner, et elle vous ruine. Mais regardez qui elle est. Elle est loyale. Elle est à son poste depuis votre enfance. Elle n'a jamais déserté une seule nuit, et elle fait ce travail pour une raison très ancienne. Vous descendez de gens qui ont survécu parce qu'ils voyaient le danger tôt. Des générations entières de guetteurs. Ceux qui dormaient trop profondément, l'histoire les a effacés. Vous êtes l'enfant de ceux qui se réveillaient. Votre sentinelle a hérité de ce zèle, et elle y a ajouté le sien, parce qu'elle monte la garde sur ce qu'elle aime. Elle veille sur vos enfants, votre travail, votre santé, vos gens. Une part de vous qui vous aime assez pour rester debout toute la nuit, ça mérite du respect, pas de la honte. Son seul défaut, si on peut appeler ça un défaut, c'est de fonctionner trop bien pour l'époque. On lui a donné des yeux faits pour repérer des prédateurs, et on l'a posté face à une boîte de réception. Elle traite un message resté sans réponse avec les moyens prévus pour une nuit à découvert. Elle déclenche, pour un courriel, la chimie complète de la survie. Alors quand ça vous arrive, ça ne dit rien de votre solidité. Ça dit que vous êtes équipé d'un système de défense plus ancien que les villes, et qu'il tourne à plein régime dans un monde qui a changé d'échelle. Et je ne vous parle pas d'en haut, il faut que ce soit clair. Il m'arrive encore, certains soirs, de passer 1 heure entière dans une conversation qui n'aura jamais lieu, à peaufiner des réponses que personne ne me demandera. Je connais tout ce que je vous raconte ce soir, je le connais par cœur, et ma sentinelle monte quand même sa tour, certains soirs, comme si je n'avais jamais rien appris. Je ne sais pas si ça se guérit complètement, pour être honnête. Je peux me tromper, mais je crois que ça ne se guérit pas, au sens où on guérit d'une grippe. Je crois que ça s'apprivoise. Et je crois, parce que je l'ai senti, qu'entre une sentinelle qu'on subit et une sentinelle qu'on connaît, il y a déjà un monde. La mienne redescend plus vite qu'avant, c'est tout, et c'est déjà énorme. Voilà où nous en sommes, donc. Un esprit qui grossit tout dans le noir, une garde loyale qui s'épuise contre des ombres, et une facture qui s'allonge, soir après soir. La question devient, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et pour y répondre, je vous emmène maintenant là où je vous avais promis d'aller, dans une autre nuit, très loin d'ici. C'est une nuit d'été, il y a un peu moins de 2000 ans, dans une maison de campagne au sud de Rome. La maison dort. Dans une petite pièce, une lampe à huile est encore allumée, et dans le rond de lumière qu'elle découpe, il y a une table, et à la table, un vieil homme. Il a passé la soixantaine, ce qui à l'époque est un âge avancé,
Les mains ne sont plus très sûres, le souffle est court. Il l'a toujours eu court. Toute sa vie, ses poumons l'ont trahi. Il est enveloppé dans un manteau malgré la saison, parce qu'à cet âge, on a froid la nuit. Et il écrit. Il écrit une lettre. À un ami qui vit loin, sur une île. Un ami plus jeune que lui, brillant, occupé, et en ce moment rongé. L'ami traverse une de ces périodes que vous connaissez bien. Une affaire en cours, une menace qui plane, des nouvelles qui tardent, et en attendant, l'esprit qui travaille. Dans sa dernière lettre, l'ami a laissé voir sa peur entre les lignes. Il envisage. Il se prépare. Il joue le film du pire, à sa manière d'homme cultivé, mais c'est le même film que le vôtre. Et le vieil homme, penché sur sa lettre dans le rond de la lampe, cherche les mots pour le calmer. Il pourrait dire des choses vagues, des choses gentilles, « ça ira, ne t'en fais pas ». Il ne le fait pas, parce qu'il sait que ça n'a jamais calmé personne. Ce qu'il fait à la place, c'est qu'il parle de ce qu'il connaît. Car ces nuits-là, il les connaît de l'intérieur. On sait, par ses propres écrits, qu'il dormait peu, que la nuit était depuis toujours son territoire de travail. Il raconte quelque part une habitude qu'il tenait d'un vieux maître. Chaque soir, une fois la lampe éteinte et la maison silencieuse, repasser sa journée en revue, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait manqué, ce qu'il dirait mieux demain. Et il ajoute qu'il dormait bien après cet examen. Un homme donc qui avait négocié avec ses propres nuits bien avant d'écrire celle-ci. Et il faut savoir ce que cet homme connaît. Il a été en son temps l'un des hommes les plus écoutés du monde. Il a passé des années dans les palais, à l'oreille du maître de l'Empire, à une place où la faveur pouvait se retirer du jour au lendemain, sans préavis et sans appel. Pendant des années, il s'est couché chaque soir sans savoir de quoi le matin serait fait, et il a connu l'autre versant aussi. 8 ans d'exil sur une île de rochers, tout perdu d'un coup, la fortune, la position, les gens. 8 ans à guetter des nouvelles qui ne venaient pas, à attendre un rappel qui pouvait ne jamais venir. Si quelqu'un dans toute l'histoire a eu des raisons professionnelles de craindre le lendemain, c'est lui. La peur de demain, il ne la connaît pas dans les livres. Il a dormi dedans pendant des années. Sénèque, puisqu'il faut bien le nommer, écrit donc cette nuit-là à son ami Lucilius. C'est la 13e lettre d'une longue série, une correspondance qu'on lit encore aujourd'hui, et dans cette 13e lettre, il pose une phrase. Une seule. Je vous demande de la recevoir comme on reçoit un objet, quelque chose qu'on vous met dans les mains, parce que c'en est un. Cette phrase a été écrite à la main, à la lampe, par un homme fatigué qui pensait à un ami précis. Elle a été recopiée pendant 20 siècles, de main en main, à travers des incendies, des effondrements d'empires, des bibliothèques perdues, et elle arrive ce soir, intacte, dans votre chambre. La voici. Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. C'est tout. 12 mots en français, et tout ce qu'on a dit ce soir tient dedans. Les 9 inquiétudes sur 10 qui n'arriveront jamais, les factures payées d'avance, la bougie qui semble immense parce qu'elle est seule dans le noir. Cet homme avait tout compris, il y a 2000 ans, à la lumière d'une lampe à huile, et il avait compris parce qu'il l'avait vécu dans sa chair, sur son île de rochers, où il avait fini par remarquer que les malheurs qu'il redoutait le soir se présentaient rarement le matin, et que ceux qui se présentaient ressemblaient rarement à la répétition. Gardez cette phrase à portée de main. Elle supporte le plein jour, vous verrez. Relisez-la demain midi, au milieu du bruit, elle tiendra encore. Il y a des phrases qui ne fonctionnent que dans une certaine lumière. Celle-là a été écrite par un homme qui vérifiait tout sur sa propre vie. Et elle se vérifie sur la vôtre, semaine après semaine, pour peu qu'on tienne les comptes honnêtement. Et un peu plus loin dans la même lettre, il pose à Lucilius une question toute simple, presque tendre. Il lui demande « À quoi bon courir au-devant de sa douleur ? Elle arrivera bien assez tôt si elle doit arriver. Pourquoi lui faire de l'avance ? Tu souffres, lui écrit-il en substance, de choses qui ne sont pas encore arrivées et qui, peut-être,
n'arriveront jamais. Remarquez qu'il ne se moque pas de son ami. Pas une ligne de moquerie dans cette lettre. Il sait trop bien de quoi il parle pour mépriser celui qui a peur. Il lui tend juste la facture, doucement, comme on la pose ce soir sur votre table. Regarde ce que tu paies, et regarde ce qu'on te livre. Alors, bien sûr, il y a une objection, et si vous connaissez un peu ces auteurs, elle vous est peut-être déjà venue. Ces hommes-là, justement, recommandaient de regarder le pire en face. C'est même un de leurs exercices les plus fameux. Imaginer la perte, la disgrâce, le revers, pour ne pas être pris au dépourvu. Contradiction? Non. Et la nuance vaut de l'or, parce qu'elle sépare exactement ce qui vous soigne de ce qui vous ruine. Leur exercice se faisait le matin, debout, en pleine lumière, les yeux ouverts. Quelques minutes, à volonté, avec des mesures. Si cela arrive, voilà ce que je ferai, voilà ce qui me resterait. Puis on reposait la chose et on passait sa journée. Choisi, bref, encadré, terminé. Votre cinéma de 3 heures du matin, lui, coche la case inverse sur toute la ligne. Subi, sans fin, sans mesure, sans conclusion. Pour le dire avec notre image, ces hommes montaient eux-mêmes à la tour de guet, 5 minutes, au soleil, jetaient un regard lucide sur la plaine, notaient où étaient les vrais dangers et redescendaient. Vous, on vous y traîne chaque nuit, et on vous y oublie jusqu'à l'aube. Le même mur, la même plaine, et 2 vies complètement différentes. Et là, je veux m'arrêter un instant, parce qu'il y a quelque chose dans ces vies qui me serre la poitrine chaque fois que je m'en approche, et j'aimerais que vous le voyiez aussi. Pensez au monde où ces hommes vivaient. Un monde sans le moindre filet. La maladie pouvait emporter une maisonnée en 1 semaine. La fortune pouvait être confisquée sur un caprice. Une phrase de travers pouvait coûter l'exil, et aucun d'entre eux, jamais, n'était sûr de son lendemain, à un degré que nous avons du mal à imaginer. Si quelqu'un avait le droit de passer ses nuits en terreur, c'était eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de ce monde-là? Ils ont appris, lentement, phrase après phrase, lettre après lettre, à rendre à demain ce qui appartient à demain. Ils dînaient, ils écoutaient leurs amis le soir, à table, vraiment présents, et ils écrivaient à la lampe des choses qui nous tiennent encore chaud. Le jour qu'ils avaient, le seul dont ils étaient sûrs, au lieu de le sacrifier au lendemain, ils l'habitaient pleinement, jusqu'au soir. Un empereur a fait ça sous une tente, au bord d'un fleuve du Nord, entre 2 batailles. Ça a été fait aussi dans une école de province, par un ancien esclave boiteux, devant une poignée d'étudiants. Et un vieil homme essoufflé l'a fait dans le rond d'une lampe, pour un ami qui avait peur. Aucune époque ne leur a facilité le travail, ils l'ont fait quand même. Et je trouve qu'il y a peu de choses plus belles dans toute l'histoire humaine que cette poignée d'hommes debout dans un monde sans garantie, qui ont refusé de laisser la peur du lendemain leur voler le seul jour qu'ils avaient. Cette grandeur sans bruit, elle a traversé les siècles pour une raison simple. Tous ceux qui l'approchent sentent qu'elle dit vrai. Et vous, ce soir, dans votre lit, en écoutant ceci, vous êtes assis à leur table. Voilà. C'est ça aussi, écouter ces choses la nuit, rejoindre une très vieille compagnie, celle des gens qui ont décidé d'apprendre ça, ce métier de vivre au présent. Vous n'êtes pas en retard, on est tous en route, moi compris. Il dirait qu'il l'était aussi. Alors maintenant, doucement, redescendons. Il nous reste le plus important. Quoi faire de tout ça, demain soir, quand la sentinelle remontera sa tour? Parce qu'elle remontera, vous le savez comme moi. D'abord, ce qu'il ne sert à rien de tenter, et vous l'avez déjà vérifié 100 fois, l'affrontement. Se dire « arrête de penser, arrête de t'inquiéter, dors maintenant ». Ça n'a jamais fonctionné une seule nuit de toute l'histoire du monde. On ne renvoie pas une sentinelle en lui criant dessus. Elle y voit la preuve que la situation est grave, et elle redouble. Ce qui fonctionne avec un garde loyal, c'est autre chose. C'est ce qu'on fait avec tous les gardes du monde depuis toujours. On le relève. Un garde accepte de quitter son poste à une seule condition, savoir que quelqu'un d'autre tient le mur. Alors la question devient, qui tient le mur pendant que vous dormez? Et la réponse existe,
Elle est même solide. Le vous de demain. Celui qui se lèvera, qui prendra son café et qui sera là, à 9h30, dans la vraie salle de réunion. Regardez-le bien, celui-là, parce que votre sentinelle le sous-estime énormément. Il aura des forces fraîches, celles-là même qu'elle s'apprête à brûler cette nuit pour rien. Il disposera de choses que vous n'avez pas ce soir. La vraie question posée, le vrai ton de voix, le vrai contenu de l'enveloppe. Et on se bat 100 fois mieux contre une chose réelle que contre un brouillard. Et puis il trouvera sur place ce qu'aucun scénario nocturne n'inclut jamais. L'idée qui vient sur le moment, la phrase de quelqu'un qui aide, la solution qu'on ne voit que debout, dans la lumière. Et surtout, il a des états de service. Ce vous de demain, c'est le même qui s'est présenté chaque matin de votre vie, y compris les pires. Toutes les fois où le coup est réellement tombé, quelqu'un était là pour le recevoir et pour continuer. Et c'était lui. Et la preuve est simple. Vous êtes là, ce soir, en train d'écouter ceci. Tout ce que la vie vous a envoyé jusqu'ici a trouvé quelqu'un au poste. Il n'y a aucune raison sérieuse de penser que demain, pour la première fois, le poste sera vide. Donc voilà ce que je vous propose demain soir quand le film commencera. Au lieu de lutter contre votre esprit, relevez la garde. Comme un rituel, presque rien, quelques secondes. Vous remarquez que la sentinelle est montée, ça, vous savez maintenant le reconnaître, le cœur qui s'accélère pour une plaine vide. Vous la saluez, sincèrement, parce qu'elle veille sur ce que vous aimez et qu'elle le fait depuis toujours. Et vous lui passez la consigne, la relève est assurée. Celui de demain prend le quart à l'aube, il a toujours pris le quart, il le prendra encore. Cette nuit, le poste peut rester vide, parce que la plaine est vide. Et remarquez que rien dans tout ça ne vous demande de devenir quelqu'un d'autre. Votre vigilance fait partie de vous, et franchement, elle vous a rendu des services. C'est elle qui vérifie les portes, qui pense aux autres, qui prévoit large quand il le faut. Personne ici ne congédie personne. La garde reste. On lui rend simplement ses heures, au guetteur le plein jour, là où l'on voit les vraies distances, à vous les nuits, entières, rendues. Et pour ce moment-là, ce moment précis où elle hésite en haut de son escalier, je vais vous confier quelque chose. Une phrase. Elle est courte, elle tient dans un souffle, et j'aimerais que vous la gardiez pour vous. Ne la partagez pas, ne l'expliquez à personne. Les phrases qu'on garde pour soi travaillent mieux, elles gardent leur chaleur. Faites-en votre secret, votre mot de passe entre vous et vous, pour les nuits où demain se penche sur votre lit. Quand la peur revient, quand le film se lance, vous la dites intérieurement, lentement, une fois. La voici. Cette nuit, rien n'arrive. Je peux redescendre. C'est tout. Regardez comme elle est exacte. Cette nuit, rien n'arrive. C'est la simple vérité, vérifiable à la seconde où vous la dites. Quoi que demain prépare, en cet instant précis, dans cette chambre, il ne se passe rien, la maison tient, vous respirez, le mur n'est pas attaqué. Aucun de vos malheurs possibles n'existe encore, et ceux qui existeront, ce qui les concerne, se réglera à la lumière, avec des forces fraîches, le moment venu. Je peux redescendre, c'est la permission que personne ne vous avait donnée, et que vous avez le droit de vous donner vous-même, chaque nuit, autant de fois qu'il le faudra. Certains soirs, il faudra la dire 2 fois, 10 fois, c'est normal. C'est le métier qui rentre. Ma sentinelle à moi connaît la phrase par cœur, et elle monte encore. Simplement, elle redescend. Et si un soir la tour vous semble trop haute, revenez écouter tout ceci. C'est fait pour ça, pour les soirs de garde. Alors laissez-moi fermer les volets de cette heure passée ensemble et vous laisser sur la dernière image. Il fait nuit sur la tour de guet. La lanterne est posée sur le rebord, et pour une fois la sentinelle ne fouille pas l'horizon. Elle regarde la plaine, calmement, et la plaine est ce qu'elle a toujours été à cette heure, vide, silencieuse, traversée de vent. Le bosquet est un bosquet, le bruit des pas était le vent,
Là-bas, du côté de demain, il n'y a rien que la nuit, la même nuit paisible qui recouvrait la maison de campagne où un vieil homme, la lampe soufflée depuis 20 siècles, a laissé pour vous une phrase encore chaude. La sentinelle reprend sa lanterne. Elle jette un dernier regard, par acquis de conscience, parce que c'est sa nature et qu'on l'aime aussi pour ça. Puis elle prend l'escalier, marche après marche, et à mesure qu'elle descend, la lumière descend avec elle, et le haut de la tour rend son silence au ciel. En bas, il y a la maison, la porte qu'on referme, la chambre, la couverture, votre respiration qui s'allonge. Demain montera la garde demain. Ce soir est à vous, et il est déjà en train de vous rendre ce que la peur vous avait pris. Si le sommeil vient maintenant, pendant que je parle, prenez-le. C'est la meilleure façon de redescendre, et tout ce qui compte ici aura le temps de rester.